la présentation. Donc, on va parler de la plastie centrale avec retour externe. Avant de dire comment on fait, il faut dire pourquoi on fait. Ça a été bien détaillé dans ce petit bouquin qui coûte 50 euros. Donc, c'est un bouquin, pardon, il est dirigé par le professeur Jäger. C'est la dernière édition 2017. Donc, il a bien détaillé pourquoi on fait ce retour externe. Et actuellement, le retour externe, il est utilisé chez les sportifs. Et vous voyez ici, c'est Philippe Landreau qui fait quelques retours externes pour les sportifs. Donc, au cours de mon passage au centre de chirurgie du rachis et traumatologie du sport, le professeur Jäger nous a appris deux choses qui sont très importantes. Premièrement, il ne faut pas faire de ménage dans la réparation du ligament croisé antérieur. Et deuxièmement, cette formation antéro-externe. Alors, pour le ménage de l'échancrure, ça a été prouvé récemment. Voici un article récent des Japonais. Il ne faut pas toucher les restes de ligaments croisés antérieurs parce que ça permet la ligamentisation, ça permet la proprioception et ça permet la rééducation précoce. D'autres références bibliographiques ont étudié la différence entre ces restes, les CCRS, c'est-à-dire pas de ménage de l'échancrure, et entre les plasties classiques, et ils ont remarqué qu'il y a une différence dans les suites. Donc pour la formation antéro-externe, Dr Zarra s'est posé la question, est-ce que ce ligament latéral antérieur existe? Et oui, depuis 2013, classe sur des genoux cadavériques, il a confirmé ce ligament. Et donc c'est un ligament qui est souvent, depuis ce gant, c'est un ligament qui est associé à la rupture du ligament croisé antérieur. Et c'est celui qui est responsable de problèmes rotationnels et probablement de ce jerk lorsqu'on le voit dans l'examen clinique. Ça a été bien étudié, donc, ce ligament de point de vue biomécanique. Et voici donc un article de l'AMI. Il a parlé de la reconstruction de ce ligament avec le ligament croisé antérieur. D'une part, ça permet la protection et d'autre part, ça permet de stabiliser ce jerk résiduel qu'on le trouve dans les plasties intra-articulaires. Reste, comme il a dit mon ami Dr Zarra, où il faut le positionner. Est-ce qu'en avant du tubercule de Gerdy? Est-ce qu'en arrière? Est-ce qu'il faut le faire passer au-dessus du ligament latéral externe? Est-ce qu'il faut faire décoller le ligament latéral externe et le faire passer au-dessous? Et donc on reste fidèle pour la plastie du fascia lata parce que c'est une plastie, d'une part, elle permet la reconstruction de cette formation antéro-externe ou bien le ligament latéral antérieur. Aussi, elle permet de faire une plastie intra-articulaire. Donc c'est une plastie mixte, intra- et extra-articulaire. Donc monotransplant, il est bien vascularisé. On a une vascularisation sur le Gerdy, une vascularisation lorsqu'on décolle le ligament latéral externe, une vascularisation lorsqu'on passe au niveau de la capsule et c'est un transplant qui est continu. Voici donc l'historique du fascia lata. Ça commence avec Grooves en 1917. Mais je n'ai pas de photos. Ce sont les photos que j'ai prises par mon ami Lutz. Donc, pour Dr Batour, voici une photo pour le Macintosh, Dr Macintosh. Donc, c'était en 1974. Le docteur Macintosh, il a proposé donc une plastie intra- et extra-articulaire dès qu'il a découvert donc le jerk test ou bien le pivot shift test. Pourquoi donc il a proposé? Au début, il a proposé de faire la plastie au tendon quadricipital dans les grandes laxités et après avec le fascia lata. Mais pour lui, il permet le passage sous le ligament latéral externe et en rétrocondylien. Donc les modifications ont été faites par Jean Jäger. C'était dans les années 80 qu'il a commencé des travaux cadavériques pour faire des modifications au transplant au fascia lata.
Donc, l'un de ses élèves, c'est Van Hill. Il a commencé de faire l'arthroscopie, le fascialata sous arthroscopie, donc juste le temps antérieur sous arthroscopique. Et vous voyez, il y a un compte rendu, ça fait 15 ans. J'étais à Strasbourg où j'ai assisté les premiers FL sous arthroscopie. Et après, en janvier 2017, j'étais invité par mon ami Christian Lutz pour actualiser la technique sous arthroscopie avec des viseurs. Donc c'est une technique, avant on se disait c'est une technique marginale. Oui, parce que 5% des ligamentoplasties en France, il y a 5% qui font, des chirurgiens qui font le fascialata. Pour beaucoup, c'est une technique démodée, délabrante, vraie si on considère l'ancienne version. Plutôt, c'était une arthrotomie avant, et jusqu'à, donc Jäger, je me rappelle jusqu'à 2008 et 2009, il fait l'arthrotomie, parce qu'il ne fait pas beaucoup d'arthroscopie. Donc la cicatrice est très importante, non esthétique, mais je pense que les sportifs ne cherchent pas beaucoup les cicatrices. Et donc, avant, il n'y avait pas la fermeture de cloison. Donc ce qui peut entraîner, c'est le haubon externe qui peut entraîner une arthrose à long terme. Mais les artifices de Jäger, c'est la section de cloison externe, ce qui permet la fermeture et ce qui permet la restitution du haubon externe. C'est vrai, comme il a dit Dr Gdoura, donc dans la littérature, c'est un transport qui n'est pas robuste. Oui, si le prélèvement proximal prend 18 mm, donc le transplant n'est pas robuste. Donc la cicatrice, le problème biologique montre que la supériorité des plasties avec le DIDT et du tendon rotulien par rapport au tenseur du fascia lata. Alors pour répondre à ces critiques, premièrement le titre de l'intervention, deuxièmement la résistance biomécanique, et la technique elle est actualisée sous arthroscopie, cicatrice réduite, fermeture du fascia lata et la fixation. Premièrement, le Macintosh ancien est réduit par la reconstruction antérieure et antérolatérale par une bandelette iliotibiale. Deuxièmement, au laboratoire, donc le prélèvement maximal devient 4,5, entre 3 et 4,5 mm, avec un prélèvement distal de 1 cm et demi. Donc la largeur augmente de 30 à 40 mm, un prélèvement distal qui est plus résistant, une plastie intra et extracellulaire, extra et intra-articulaire avec un seul transplant, ce qui permet de protéger la plastie intra-articulaire et augmenter sa résistance donc avec 43%. La description de la technique, version actualisée, donc premièrement un mini-abord invasif de 8 à 10 cm, mais il faut avoir l'expérience pour le prélèvement d'une bandelette de 15 à 20 cm. Donc, prélèvement distal 1 cm, proximal, Lutz, il prenait 3 cm, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut prendre au moins 4 cm ou bien 4 cm et demi. Bon, ça rend la fermeture un peu délicate et difficile, mais sur ce point de vue, je ne suis pas tout à fait d'accord. Personnellement, je prends 4 cm ou bien 4 cm et demi. Et parfois, on est obligé de renforcer le tenseur du fascia lata, soit par le gracile, je l'ai fait 1 ou 2 fois, sinon je prends une petite bandelette, donc distale, je la fais tourner et je renforce le fascia lata. Donc le tunnel fémoral, on respecte les points anatomiques et les points isométriques tels qu'il a dit Dr Zerra. Donc le tunnel fémoral se fait de dehors en dedans avec un lancillaire spécial, mais si on a l'expérience, on peut faire sans lancillaire. Le tunnel tibial, donc, c'est classique comme les autres tunnels. La fermeture et la fixation se fait à 30 degrés, rotation neutre, avec une vis, mais personnellement, je suis fidèle à l'agrafe, donc j'utilise une vis et une agrafe. C'est ce qu'ils font avec l'équipe de la Pitié Salpêtrière. Ils font une vis avec l'agrafe.
La fermeture du cloison, c'est l'astuce du Jäger. Donc, il faut couper le cloison. Il faut le fermer hermétiquement pour construire le haubon externe. Et c'est une technique qu'on peut la faire chez les enfants en respectant le cartilage de conjugaison. Et personnellement, j'ai eu l'expérience de 2 ou 3 enfants et ça marche très bien. On respecte le cartilage, on fait une rigole sans voir le cartilage en haut. En bas, on fait des côtoscopies pour repérer le cartilage. Le tunnel en haut se fait au-dessus du cartilage et en bas aussi, c'est un tunnel au-dessus du cartilage fixé par une agrafe en bas du cartilage. Et Dr Triq, il va vous parler chez les enfants. Et donc, la technique du fascia lata, c'est une technique actuellement moderne, arthroscopique, un transplant fiable et peu iatrogène par rapport au tendon rotulien et DIDT, respect biologique, cicatrice réduite, intra- et extra-articulaire, donc il contrôle sur le sous-rotatoire. Souvent, il n'y a pas de jerk résiduel, ce qui permet aux sportifs de reprendre leur activité convenablement. Voici donc la littérature, et surtout, ça c'est un article publié par Kiami et par l'équipe de la Pitié. C'est eux qui ont commencé à faire le fascia lata sous arthroscopie. Bon, ce qui diffère par rapport à la technique classique, c'est qu'Kiami, il fait plus de sections, il décore plus le ligament latéral externe, d'une part, et d'autre part, il fait plus la rigole. Donc pour lui, ce sont des astuces qui sont un peu difficiles. Donc nous avons fait une petite série préliminaire publiée, c'était présenté dans un mémoire de médecine de sport, à partir de 15 patients, 17 genoux, et vous voyez les résultats. Donc c'est une étude préliminaire. Pour la série globale, nous dirigeons une thèse de doctorat en médecine pour Dr Daesh Fedi et va être soutenue prochainement. Donc c'est une série de 80 cas avec un recul de 12 ans entre juin 2005 et 2017. 50 cas traités par une plastique classique, 30 cas par la technique actualisée avec un recul de moyen de 3 ans, 1 an entre les extrêmes, 1 an, 12 ans. Les résultats, on va voir les résultats fonctionnels, les résultats radiologiques et surtout pour les malades qui ont un recul supérieur à 5 ans, on va voir est-ce qu'il y a un retentissement sur le compartiment fémorotibial interne ou bien fémorotibial externe. En conclusion, les indications du retour externe sont connues. Ressort rotatoire important, c'est-à-dire les jerks explosifs, les reprises, l'hyperlaxité et surtout, chez les sportifs, surtout les sportifs à très haut niveau. Ce qui n'est pas connu, quand faut-il ne pas faire ce retour externe?